Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Ravi de vous voir en forme aujourd'hui. Il y a quelques semaines de cela, vous étiez au procès du 28 septembre, vous avez témoigné. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que c'est un fardeau dont vous vous libérez? Non, c'est vrai, c'est peut-être pas fardeau, mais c'était un devoir. Vous savez, quelle que soit la position qu'on a occupée dans le processus d'organisation de la manifestation du 28 septembre, comme participant ou comme organisateur, il était souhaitable de pouvoir assister à ce procès, parce que c'est un devoir de mémoire pour les victimes. Et aussi, c'est un rendez-vous historique majeur pour l'avenir de la Guinée. En d'autres termes, je considère l'organisation de la manifestation du 28 septembre. Et malgré les drames et la tragédie qui ont été enregistrés ce jour-là, le procès est un acte qui couronne tout un processus. Et de ce point de vue, la lutte pour la démocratie et la liberté, telle que nous l'avions voulu il y a 13 ans de cela, est en train d'être juridiquement mise en œuvre. Et je pense que c'est une chance pour nous qui sommes vivants, pour nous qui sommes encore en capacité de témoigner, de le faire en toute objectivité, sans pour autant rechercher une revanche quelconque, mais c'est surtout pour préparer la société guinéenne à ce que des choses, des drames de ce genre, des tragédies de ce genre ne se répètent pas, et aussi que le processus démocratique de la Guinée puisse aller de l'avant. Comment vous l'avez vécu émotionnellement, étant donné que dans la salle, il y avait des personnes qui, à l'époque, étaient présentes au stade, qui occupaient des fonctions, qui, entre guillemets, sont pointées pour être des accusés dans ce procès. Comment vous l'avez vécu émotionnellement en témoignant devant ces personnes qui sont censées être de l'autre côté? Non, bon, je pense que, vous savez, notre histoire est jalonnée par beaucoup de tragédies. La tragédie du 28 septembre n'est pas la première. Elle est une parmi tant d'autres. Et à chaque étape historique, il y a eu des personnes qui ont été les leviers qui ont permis à ce que ces massacres puissent se perpétrer. Donc je les vois comme également des instruments d'une logique qu'on souhaite éradiquer pour la Guinée. Donc je n'ai pas de ressentiment quelconque à leur égard, mais j'avais surtout une grande compassion pour les victimes, pour ceux qui ont été détruits et qui essayent tant bien que mal de se reconstruire. Et aussi, j'avais en mémoire tous ceux qui étaient présents au stade et qui ne sont pas là et qui n'ont pas pu être là. En 2009, on assiste à ce massacre. On était dans une transition militaire. On est en 2023, toujours dans une transition militaire qui est jalonnée par des manifestations de rue, qui est jalonnée par des désaccords autour de certains points. Quel est le parallèle que vous pouvez tirer entre les deux situations? Est-ce qu'il y a un risque que certaines choses se produisent qui ont déjà eu lieu en 2009? Bon, je pense que chaque acteur, qu'il soit politique, qu'il soit acteur en tant que responsable de la transition, on doit tirer les leçons du passé. Je ne vois pas tellement le parallèle entre 2009 et maintenant. Mais je pense que nous sommes dans un processus où la politique en Guinée est en train d'évoluer. Je vois beaucoup plus la fin d'un système qui a été marqué par la violence d'État, qui est en train de finir. Et l'organisation du procès par une autre transition du massacre du 28 septembre est une avancée historique et démocratique pour la Guinée tout entière. Ça, c'est un élément. Donc, on est dans une voie de sortie d'une impasse qui a plombé l'évolution de notre pays. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est une transition militaire qui est en train de gérer le passif
d'une autre transition qui a été militaire. Donc, c'est une manière de dire qu'une transition est en train de corriger les contre-méfaits d'une autre transition. La deuxième chose. La troisième chose, il y a dans le personnel politique guinéen des idées et des logiques qui sont marquées par tout ce qui a amené la Guinée à être jalonnée par la violence d'État. Ceux-là essayent tant bien que mal de vouloir perpétuer la même logique. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas les arguments politiques, ils n'ont pas la légitimité pour pouvoir engager une cause nationale, pour pouvoir mobiliser la population tout entière, comme on l'avait réussi à la faire en 2009. Donc, de ce point de vue, les deux situations sont totalement différentes. Vous l'avez toujours dit, vous n'êtes pas d'accord avec les manifestations de rue en cette période pour exiger peut-être certaines choses aux autorités de la transition. Pourquoi cette position? C'est parce que je considère que l'essentiel de nos revendications, les revendications démocratiques, nous sommes en train de les mettre en œuvre. La question de la transition, elle est déjà balisée, la durée est fixée, les autorités actuelles, membres du gouvernement, membres du CNRD, présidents des institutions ne seront pas candidats aux élections. Le processus tel qu'il est en train de s'organiser est dans sa démarche un processus innovant qui permettra de stabiliser les fondements de l'État. Donc je crois qu'il faut s'atteler pour une période encore relativement courte, c'est-à-dire pour les 2 années, à ce qu'on fasse quelque chose que la Guinée n'a jamais réussi à faire en pratiquement 63 ans d'indépendance. Donc il serait bon d'aider et d'accompagner la Guinée en lui donnant une chance d'avancer. C'est la raison pour laquelle nous demandons à tous les acteurs de faire preuve de retenue, de faire preuve de responsabilité, de mettre en avant les intérêts supérieurs du pays au lieu de mettre en exergue des intérêts personnels qui risquent de créer la déstabilisation ou des conflits inutiles. Et il faut prendre en compte également le fait que la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest, elle est particulièrement dangereuse, elle est particulièrement inquiétante. On voit des pays qui étaient hier stables, comme le Burkina, comme le Mali, comme d'autres pays de la région, qui aujourd'hui sombrent dans le chaos. Souhaitons-nous que notre pays suive la même logique ou bien souhaitons-nous que la Guinée aille dans une démarche de progrès, de stabilité, de réconciliation nationale et de développement? Je pense que tout patriote, tout Guinéen soucieux de l'intérêt de la majorité devrait opter pour cette orientation et ne pas voir son pays marqué par d'éternelles manifestations qui ne sont plus réellement des manifestations politiques, mais qui sont des occasions beaucoup plus pour une petite délinquance de sévir, de mettre en joue la population, parce que c'est elle qui, en définitive, est la plus traumatisée par ce genre de situation. Est-ce que vous ne comprenez pas aussi que les organisateurs de ces manifestations sont face à un blocus? Ils n'ont pas obtenu de réponse par la voie du dialogue. Il y a des hommes politiques et des acteurs de la société civile qui sont en prison. C'est aussi l'une des revendications. Donc moi, de toutes les façons, de part et d'autre, il y a une certaine manière de faire avancer les choses. Nous avons dit et nous continuons à le dire, la question des éléments de la société civile qui sont en détention préventive du fait des manifestations, il faut accélérer de manière diligente la justice pour qu'elle fasse son travail le plus rapidement possible, pour en finir avec une détention préventive qui n'a que trop duré. Et à partir de là, lorsque la justice fera son travail, il se pourrait qu'ils puissent bénéficier soit de circonstances atténuantes, soit des mesures appropriées pour recouvrer leur liberté, soit
même s'il y a des condamnations, les autorités politiques ont les prérogatives sur le plan juridique, sur le plan institutionnel, d'user des moyens qui sont mis à leur disposition pour la grâce, pour l'amnistie en cas de nécessité. Donc c'est pour dire que si on met en avant le droit, rien que le droit, il y a des possibilités de résoudre cet aspect du problème. Maintenant, pour les autres catégories liées à la CRIEF, ça c'est une autre procédure qui doit rentrer dans une volonté de moralisation de la gestion des affaires publiques et que cela puisse être pris en compte par tout le monde. Aujourd'hui, certains qui avaient gouverné hier sont devant la justice pour répondre à des accusations. Demain, ceux qui ont gouverné aujourd'hui, s'ils ne gèrent pas correctement bien les deniers publics, disons, par jurisprudence, eux aussi, ils seront sous le coup des possibilités d'intervention de la Cour. Et demain, il faudrait que les uns et les autres sachent que la manière dont la Guinée a été gouvernée hier, avec la mauvaise gouvernance, il faut que cela cesse définitivement pour permettre d'avoir une gestion vertueuse et pour stabiliser la Guinée et pour la construction de notre pays. D'accord. Récemment, les autorités de transition ont invité certains acteurs de la société civile et des acteurs politiques, mais aussi des institutions partenaires pour leur présenter l'évolution du chronogramme, mais aussi un budget pour les élections. À l'allure où vont les choses, est-ce que vous croyez qu'on est parti pour respecter le délai de 24 mois pour le retour à l'ordre constitutionnel? Bon, ce sont des questions qui sont pertinentes et qui méritent d'être posées. Dans les prochains jours, certains responsables politiques, certains acteurs politiques que nous sommes, nous allons nous concerter et nous retrouver pour faire l'analyse de la situation et pour apporter des approches constructives pour corriger ce que nous estimons ne pas aller correctement. Parce qu'il faut accélérer le processus, il faut être beaucoup plus lisible dans les démarches qui sont en train d'être faites. Là, je pense que dès la semaine prochaine, nous pourrons communiquer par rapport à cette évolution pour donner un autre tempo à la dynamique de la feuille de route de la transition. Non, maintenant, la question qui est posée, la question du temps est juridiquement, politiquement, et de par le consensus qui a été obtenu entre la Guinée et la CEDEAO, le temps est bien cadré. C'est-à-dire le 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Les 10 étapes de la transition doivent, en dehors, hormis le recensement général de la population et de l'habitat, qui va aller au-delà de la période transitoire, la question essentielle sur laquelle il faut être clair, c'est le recensement administratif à vocation d'état civil, qui est la base permettant l'établissement du fichier électoral. C'est à ce niveau-là qu'il faut accélérer le processus, mettre tout ce qu'il faut pour que d'ici la fin de l'année, au plus tard le premier trimestre de 2024, que le fichier électoral soit totalement terminé. Et à partir de là, la question du référendum, la question des élections communales, législatives et la présidentielle pourront être programmées pour les 9 derniers mois de l'année 2024. Mais l'élément essentiel, c'est l'établissement du fichier électoral. Et comme il faut le faire correctement, il faut que cela soit fait avec diligence pour ne pas accuser un retard et qui pourrait être préjudiciable au respect du calendrier. On est presque à la moitié de l'année. Est-ce qu'il y a un seul acte concret qui est engagé parmi les 10 points? Bon, il y a beaucoup d'actes qui sont engagés. Le recensement général de la population, il y a un processus qui est engagé. La deuxième étape, le recensement administratif à vocation d'état civil, comme vous le savez, il y a une bonne partie des agents de l'État et beaucoup de personnes qui ont déjà été enrôlés par rapport au fichier d'état civil. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre les kits à la disposition des équipes pour être ventilés à l'intérieur du pays et à l'international
pour que tout le monde puisse être enrôlé et que la deuxième phase, entrant dans l'établissement du fichier électoral, c'est-à-dire l'extraction de tous ceux qui ont plus de 18 ans, puisse se faire rapidement pour le reste du travail. En principe, les techniques sont claires, les stratégies sont déjà élaborées, le financement, une partie a été obtenue, il faut augmenter le financement et les partenaires internationaux sont sollicités pour apporter le complément. Mais il faudrait que les autorités administratives et le ministère de l'administration du territoire fassent tout le nécessaire pour que la priorité des priorités, c'est d'engager tous les efforts pour que cela puisse être tenu dans les délais. D'accord. C'est que ce n'est pas un secret pour vous, le discours que vous tenez là. Beaucoup de vos amis de la société civile, mais aussi des partis politiques ne le partagent pas forcément. Pour preuve, il y a des forces vives réunies qui demandent certains préalables. Si vous aviez à rassurer ou à demander, en termes, qu'est-ce que vous avez à demander comme doléance pour qu'on donne du temps, pour ne pas qu'on retourne dans un même cercle vicieux? Bon, je pense que moi, le gouvernement, le CNRD doivent gouverner en conformité avec les principes du droit, avec les principes de l'équité, avec le respect des engagements qu'ils ont donnés à la population guinéenne et à la communauté internationale. Et je pense que ce qui est esquissé va dans le sens de l'intérêt du pays. Maintenant, dans ce cadre, il y a certains qui ne souhaiteraient pas que les choses aillent correctement. Mais les autorités doivent avoir le focus sur la réalisation des éléments de programme permettant le retour à l'ordre constitutionnel dans un environnement transparent, efficace et fiable. Au fur et à mesure que les actions vont se poursuivre, je pense que ceux qui sont réticents vont être convaincus de la volonté et de la détermination des autorités de la transition de respecter leur engagement vis-à-vis de la CEDEAO et vis-à-vis du peuple guinéen. Si tel est le cas, à partir de ce moment-là, les choses vont s'apaiser. Mais si vous abandonnez l'essentiel, vous passez votre temps à s'intéresser à ce que font d'autres pour vous dérouter de votre chemin, alors ils perdront la boussole, ils perdront la logique qui pourrait leur permettre de réussir et ça mettra le pays dans une situation d'instabilité que nous ne souhaitons pas. D'accord, puisque vous me tendez la perche, vous dites que certains n'ont pas intérêt à ce que ça marche. Vous voulez parler de qui? Bon, c'est clair. Ceux qui ont perdu le pouvoir ne veulent pas que ceux qui ont pris le relais puissent réussir. Ça, c'est clair. Est-ce que vous voyez? Ceux qui sont en difficulté de par la justice ne souhaiteraient pas que l'action de la CRIEF se poursuive. Mais ceux qui sont dans le cadre des manifestations interpellés, je pense qu'il faut régler ce problème. Parce qu'à l'international, la Guinée, pendant très longtemps, a été présentée comme un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Et c'est une réalité. Donc, il y a un bashing qui est en train d'être poursuivi au niveau de toutes les chancelleries. Et tout ce qui est fait de manière positive, par exemple, comme le jugement du massacre du 28 septembre 2009, comme l'action de la CRIEF, ceci n'est pas suffisamment valorisé à l'international parce qu'il y a d'autres qui masquent cette avancée majeure de la Guinée au profit. Il y a tel et tel qui sont en prison. Donc, les autorités actuelles, par rapport à l'intérêt national, par rapport à une bonne visibilité des bonnes choses qui sont en train d'être faites, il faut qu'ils règlent la question des personnes en détention pour des faits de manifestation, pour ne pas que cela soit un rideau qui masque les grands efforts et les grandes avancées qui sont en train d'être réalisées dans d'autres secteurs.